Les experts d'Europe 1 avec autour de la table comme chaque matin Alex Taylor qui nous parle d'Europe et qui va faire le grand écart entre la Turquie et la Russie. C'est pas facile ce matin. Axel de Tarlet qui nous parle économie. Alexandre Cara qui va nous révéler une petite info politique toute fraîche et Anne Le Gall qui innove. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vous, Alex Taylor. Vous avez regardé la presse russe et la presse turque ce matin au lendemain de cet avion russe qui a donc été abattu par les Turcs. Oui, évidemment, les avis sont loin d'être les mêmes. Coup de poignard dans le dos, c'est la même une partout en Russie. Les journaux citent Vladimir Poutine. Cela sent vraiment l'engrenage. Izvestia, le journal, persuadé qu'il s'agit d'une tentative de mettre tout l'OTAN du côté de l'État islamique et d'empêcher nos frappes, je cite, contre le terrorisme international. Certains journaux russes sont persuadés ce matin qu'il s'agit d'une action préparée depuis longtemps, les Turcs ayant observé nos avions attendant un moment opportun pour frapper. Beaucoup aussi ce matin dans la presse russe, toujours pour dénoncer le trafic de pétrole entre les Turcs et Daesh. Sputnik... Bruno Tertrais en parlait à 6h45 tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Sputnik affirme que les Russes seraient prêts maintenant à traduire Ankara devant la cour pénale de la Haye. D'autres journaux impliquant le fils du président Erdogan dans ce trafic. En tout cas, les journaux russes sont d'accord, l'avion russe abattu par un membre de l'OTAN casse déjà les tentatives de François Hollande de former une large coalition internationale contre le terrorisme. Alors voilà pour ce que dit la presse russe. L'autre point de vue, l'autre côté, c'est la presse turque. Oui, c'est beaucoup plus sur la défensive en fait. On sent le journal populaire Hurriyet turc presque soulagé. C'est seulement puisque nous sommes membres de l'OTAN que la Russie n'ose pas riposter par exemple. D'autres essaient de rassurer leurs lecteurs. Gazprom fournit la moitié de l'électricité turque avec son gaz naturel. Gazprom russe, donc la compagnie russe. Oui, c'est ça. Et c'est un marché qui ne vont pas du tout lâcher. Les tours opérateurs turcs se rongent les ongles. 4 milliards de roubles en recettes touristiques partis en l'air en un seul instant. En tout cas, tout le monde est d'accord, c'est une première épreuve politique pour le tout nouveau ministre de l'énergie turc, à peine nommé. Par ailleurs, j'ai appris qu'il est gendre aussi, lui, du président Erdogan. Erdogan et Poutine qui se détestent, mais qui ont un point commun, c'est qu'ils n'aiment pas trop les journaux d'opposition. Hein. Non, absolument. Et on sent justement, un peu ce matin. on notera effectivement que l'encadrement étant assez important de la presse en Russie comme en Turquie, on n'est pas tellement étonné de cette tonalité très nationaliste des deux côtés. J'étais un peu étonné parce que la presse turque est quand même beaucoup plus... Moi, je m'attendais à vous dire, ils sont montés les uns contre les autres. On sent évidemment que les Russes sont très remontés, mais les Turcs sont vraiment beaucoup plus sur la défensive. Axel de Tarlet, on part en Chine avec vous. La Chine qui va construire une usine géante, alors attention, de clonage animal, une usine qui sera capable de produire 1 million de vaches pour l'alimentation humaine. Voilà, oui, on nage en pleine science-fiction. Donc c'est une usine qui va être construite à Tianjin, c'est au sud de Pékin. Elle va cloner alors des vaches, mais aussi des chevaux de course, des chiens policiers, parce que l'intérêt du clonage, c'est que vous faites des bêtes d'élite. Donc on les des fabrique vaches à la chaîne, là, en quelque sorte. Voilà, alors, et donc ce sont des bêtes sur mesure. Donc on va cloner des vaches parfaites pour l'alimentation animale, des chiens qui auront un odorat surdéveloppé pour détecter les explosifs, enfin des chiens policiers pour détecter les explosifs ou la drogue, etc. Donc cette usine va commencer l'année prochaine, 100 000 embryons, et à terme, vous l'avez dit, 1 million de vaches par an pour nourrir des millions de Chinois qui veulent manger de la viande. Dites-moi, en Europe, le clonage animal est interdit, non ou pas ? Alors, en Europe, oui, le Parlement européen a voté là en septembre dernier l'interdiction totale du clonage à visée animale. Alors, le Parlement européen met en avant le fait que, d'abord, on n'a pas de recul sur les risques associés au clonage, et puis deux, surtout, le Parlement européen, et ça on ne le sait pas tellement, et qui parle de la souffrance animale, parce que le clonage ne réussit qu'une fois sur 10 quand vous voulez cloner un animal, et donc 9 fois sur 10 il va soit être mort, ou soit vivre avec des malformations, etc. Donc le Parlement... C'est-à-dire que si on clone 1 million de vaches, il y en a 9 millions qui... on se rate, 9 fois sur 10. Alors ça progresse si vous voulez, mais le Parlement européen dit c'est pas parce qu'une technologie existe qu'il faut l'utiliser. Le problème c'est que vous le dites, c'est que tout le monde l'utilise cette technologie. Les Américains, les Brésiliens, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les Chinois avance très vite, et donc on peut comprendre les réticences européennes après ce que j'ai dit, mais on peut aussi se poser la question, est-ce que cette interdiction totale, on peut aussi se demander si du coup l'Europe ne va pas fermer la porte à ce qui pourrait être, à ce qui sera peut-être une grande révolution scientifique du 21e siècle. Et pourtant c'était l'Europe qui avait cloné la première brebis, Dolly. Et oui, c'est une technologie européenne que les Européens enterrent eux-mêmes
parce qu'elle représente trop de risques. Interdiction du clonage et aussi interdiction de la viande issue du clonage. Il faut le savoir en Europe. Et pour une fois, le Parlement européen était très largement majoritaire. C'était quasiment 80% des parlementaires. C'est l'ancien végétarien qui parle. Et les cellules souches dont nous parlait Anne Le Gall, c'est pas plutôt ça l'avenir, de faire de la viande à partir de la souffrance animale? La cellule souche, c'est une autre technique que le clonage. Mais le patron de cette usine chinoise a quand même une réputation sulfureuse, parce qu'il avait dit qu'il avait cloné en 2004 des humains, ce qui était totalement faux. Ouais. De mieux en mieux. Bon. Alexandre Carra, parlons politique. Revenons en France avec Nicolas Sarkozy qui va faire ce soir son tout premier meeting depuis les attentats du 13. Oui Thomas, et pour cette occasion, Nicolas Sarkozy a décidé de réendosser son costume présidentiel. Ce soir, ce n'est pas le chef des Républicains qui fera un meeting pour les régionales, mais l'ancien chef de l'État qui s'adressera à tous les Français. Ce sera dans la banlieue de Strasbourg, exactement là où Nicolas Sarkozy avait repris la parole après l'affaire Mera, vous en souvenez, et ce n'est pas un hasard. Mars 2012 à l'époque. Est-ce que vous savez quelle va être la tonalité de ce premier discours post-attentat de Nicolas Sarkozy? D'abord sur la forme, il sera très solennel, à tel point que Nicolas Sarkozy a décidé de manière symbolique de ne pas mettre le sigle LR, les Républicains, à côté de son nom sur son pupitre pour montrer qu'il ne veut pas s'adresser à son seul parti. Sur le fond, il appellera à un examen de conscience collectif sur tout ce qui n'a pas été fait pour prévenir les attentats, y compris à droite. Il affirmera aussi que la République ne doit pas céder à la tentation de la seule réponse sécuritaire. Et il expliquera que la réponse doit être globale. Une manière, évidemment, vous l'avez compris, de tacler François Hollande et son discours devant le Congrès. De la politique sans en avoir l'air, en quelque sorte. Pourquoi revenir à cette posture très présidentielle, tout simplement parce que Nicolas Sarkozy s'est aperçu qu'en ces temps dramatiques, c'est bien ce costume présidentiel qui pouvait lui donner l'avantage sur ses rivaux de la primaire. D'ailleurs, au sein de sa famille politique, un sondage montre qu'il repasse en tête des bonnes opinions. Donc, il a décidé de reprendre de la hauteur. Et c'est bien en tant qu'ancien président de la République qu'il sera présent vendredi à la cérémonie d'hommage national. Voilà, vous nous le réveillez dès la semaine dernière, ça sera à partir de 10h30 aux Invalides et vous pourrez en suivre les moments forts et même l'intégralité sur Europe 1 vendredi matin. On innove avec un robot vigneron ce matin. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Et non, Anne Le Gall, le robot vigneron ne carbure pas au vin rouge, mais bien à l'énergie solaire. Exactement. Alors, c'est un robot qui ne paye pas de mine comme ça, puisque c'est un cube jaune sur roulette, tout simplement. Mais ses capacités sont étonnantes, car Vitirover, c'est son petit nom, peut être lâché dans des vignes pendant plusieurs semaines. Et grâce à son système GPS et à ses panneaux solaires, eh bien, il peut s'occuper des pieds de vigne de façon totalement autonome. On vous a mis la vidéo sur Twitter avec le hashtag un matin. Il fait quoi exactement dans le vignoble? Eh bien, il se promène comme ça à vitesse très très lente entre les pieds de vigne et il peut dresser un dossier médical pour chaque pied de vigne qu'il connaît parfaitement puisqu'il le géolocalise. Il peut prendre des photos des feuilles, il peut évaluer le taux d'humidité, la croissance, il peut même faire des anticipations, des prévisions de récolte en comptant le nombre de grains sur le plant. Il peut aussi compter les insectes qui sont pris dans des pièges. Et puis surtout, ce robot permet de supprimer l'usage des herbicides chimiques. Comment ça? Eh ben, ça, c'est un vrai avantage puisque évidemment l'effet des herbicides sur la santé est pointé du doigt et ce robot est en fait une tondeuse high-tech. Il peut repérer et couper les mauvaises herbes jusqu'à 2 cm du pied de vigne sans l'abîmer. Alors plus besoin de produits chimiques. Ce robot français unique au monde, c'est l'une des stars du Salon international de la vigne qui se tient en ce moment à Montpellier. Il coûte 10 000 €. Il vient tout juste d'enregistrer ses premières commandes et on estime que 200 robots de ce type seront en service l'année prochaine dans les vignobles du monde entier. Plus de pesticides, ça c'est une vraie réponse parce qu'il y a une polémique sur l'abus de pesticides dans le vin. Vous avez remarqué que la bouteille de vin, c'est le seul produit où il n'y a pas la composition du produit. Voilà. Il dit, les mauvaises langues disent, c'est parce qu'il y a tellement de cochonneries l'étiquette serait pas assez grande pour mettre tout ce qu'il y a dans le vin. Plutôt Bordeaux ou Bourgogne? Les deux. Ça m'aurait étonné. Tiens. Allez-y doucement quand même. À demain matin les experts, 7h15 sur Europe 1. À demain.